Bonjour, Jean-Yves Tallois, Orange Business Service. Je suis directeur marketing d'une petite unité d'affaires qui développe des offres de services en termes de suivi et de géolocalisation de véhicules ou de suivi de parc de véhicules sans remontée de kilomètres. Donc moi je suis Eric Michel de la société MobiGreen, filiale du groupe La Poste, donc directeur de la formation de cette entreprise qui est spécialisée dans les solutions et la formation à l'éco-conduite. Donc dans le cadre de cet atelier, nous allons vous présenter l'état de l'art et ce que l'on fait dans le domaine de suivi de véhicules et surtout de l'éco-conduite. Nous savons actuellement que la consommation de gasoil et les coûts du gasoil devient un poste assez prépondérant en termes dans les entreprises. Et nous avons donc décidé de développer des solutions et des offres vous permettant de faire des économies, vous permettant d'améliorer votre productivité et vous permettant d'avoir un meilleur contrôle et un meilleur pilotage de votre parc de véhicules. Donc pour faire cela, nous avons déjà une offre de base qui est une offre de suivi et de géolocalisation de véhicules. Cette offre finalement est une offre assez classique qui répond à un certain nombre de questions des clients. Comment je vais gérer mon parc, comment je vais gérer au mieux les urgences, comment je vais pouvoir trouver un véhicule le plus rapidement possible et comment je vais pouvoir engager du développement durable, une démarche de développement durable dans mon entreprise. Donc cette démarche, notre offre permet de suivre cette démarche et d'aller en avant au niveau de l'amélioration des coûts. Une offre de géolocalisation de véhicule, c'est quoi? C'est un boîtier embarqué dans un véhicule. Ce boîtier communicant, il reçoit des positions, il est communiqué à des capteurs dans le véhicule si besoin, et il va remonter ces informations de kilomètres parcourus, de positionnement, de déplacement, de vitesse ou d'utilisation de système au niveau d'une entreprise, au niveau de l'entreprise. L'entreprise va avoir un système sur le net qui va lui permettre de se connecter, dont les exploitants vont avoir accès à une application web. Et cette application va leur permettre de contrôler, de visualiser le fonctionnement de leur véhicule, où se situe le véhicule, comment il se déplace, combien de kilomètres il a parcouru, combien de temps il s'est arrêté chez le client, à quelle heure il est parti le matin, à quelle heure il a terminé le soir, donc pouvoir faire des amplitudes de journée. Donc un véritable outil de suivi et de pilotage d'un parc de véhicules, avec même, si besoin, et pour certaines entreprises où la géolocalisation pose quelques problèmes, la possibilité de ne pas avoir de remontée de géolocalisation, mais simplement l'utilisation et l'usage du véhicule avec la remontée de kilomètres, les départs, les arrêts, sans géolocalisation. Les bénéfices et les usages de cette géolocalisation, je ne vais pas vous les faire en détail, c'est quand même assez évident maintenant, surtout dans l'époque actuelle. Donc déjà, vis-à-vis du service client, on va pouvoir rendre un meilleur service au client en le prévenant à l'avance d'un retard, en le prévenant à l'avance d'un fonctionnement, d'un dysfonctionnement, d'un bouchon, d'un embouteillage ou d'une durée plus longtemps d'intervention précédente. Pouvoir répondre plus rapidement à ces demandes en cherchant le véhicule le plus proche, par exemple. On va pouvoir contrôler, mesurer, diagnostiquer un certain nombre de fonctionnements d'engins et de systèmes. Un boîtier posé sur un engin de BTP va permettre de contrôler et de mesurer le fonctionnement de cet engin. On va pouvoir informer les clients sur les heures d'arrivée et on va surtout pouvoir faire de l'éco-conduite et de l'économie, puisque en contrôlant les kilomètres, en remontant un comportement de conduite, ça va permettre de pouvoir enclencher des démarches d'amélioration et de formation. Les métiers qui sont touchés par ce type d'offre, bon, c'est assez classique, ce sont d'abord toutes les entreprises qui ont un parc de véhicules, que ce soit des véhicules en pool, que ce soit des véhicules de société ou des PLVL ou des camions, puisqu'on équipe aussi des camions et des poids lourds. Donc le métier phare et le métier le plus central, finalement, c'est tout ce qui est dépannage, service, maintenance, intervention, nettoyage en entreprise, des gens qui ont des parcs de véhicules relativement importants et qui interviennent sur toute la France. Tout ce qui est propriété, tout ce qui est propreté et collectivité, tous ces gens qui interviennent pour les collectivités pour faire du suivi, pour faire du nettoyage de rue, pour faire du ramassage des ordures et des déchets ménagers. Commerce force de vente dans une moindre mesure, avec le suivi de parc et surtout les parcs en pool, vous savez, les véhicules en pool. Tout ce qui est métier de transport et de messagerie, c'est évident. Tous ces gens qui font de la messagerie du transport. Tout ce qui est BTP et tout ce qui est transport de personnel, ça veut dire tout ce qui est les bus et les gens qui transportent du personnel ou des usagers dans les bus. Alors, comment parler du développement durable à travers ces outils et ces nouveaux outils de développement et de suivi de véhicules? D'abord, faire du développement durable, c'est quoi? C'est diminuer les kilomètres parcourus. Ça paraît évident à dire, c'est pas toujours évident à piloter.
la navigation assistée, par exemple, notre système permet une navigation assistée dans le véhicule avec un terminal de navigation, déjà va faire gagner des kilomètres. C'est évident que la recherche du dernier kilomètre, la recherche du point de livraison, avec des systèmes de navigation, va permettre de gagner des kilomètres, va permettre d'éviter des recherches et du temps. C'est évident qu'en diminuant les kilomètres parcourus, on va diminuer la consommation de CO2 et on pourra engager une démarche de développement durable. Diminution des urgences. Il est évident que quand on gère un parc de véhicules sur des interventions, le fait de savoir à tout moment et en temps réel où il se situe va permettre de répondre à des urgences clients, de diminuer les urgences, de pouvoir intervenir en amont d'un problème et à ce moment-là d'éviter des kilomètres parasitaires du style il faut que j'aille chercher un véhicule beaucoup plus loin parce que le véhicule qui est à côté ne peut pas y arriver et j'étais pas au courant qu'il ne pouvait pas y arriver. Je vais pouvoir allouer des missions avec des systèmes d'optimisation et de gestion de tournée en amont d'un logiciel de pilotage de véhicules. Je vais pouvoir optimiser des tournées, vérifier des croisements de trajets, vérifier des croisements de tournée et à partir de ce moment-là, je vais forcément gagner des kilomètres. Ah, j'ai un petit problème de fonctionnement. Je ne sais pas s'il y a un bouton pour le mettre en marche, je suis désolé. Excusez-moi. Ah, c'est bon. C'est passé. Bon. Alors, l'éco-conduite. Quand on met un système comme ça dans un véhicule, on va forcément enclencher une économie dans le sens où il va y avoir une attention du conducteur par rapport au fait qu'il parcourt des kilomètres et qu'il est finalement suivi ou au moins il sait qu'il peut être suivi. Pas forcément toujours en temps réel, parce que quand il y a plusieurs centaines de véhicules, il est évident qu'un exploitant ne va pas suivre en temps réel le fonctionnement des véhicules. Mais par contre, il va pouvoir regarder, piloter, contrôler. Mais l'éco-conduite, c'est deux choses. Excusez-moi. L'éco-conduite, c'est deux choses. C'est d'abord le suivi. Il faut mettre un système de suivi pour pouvoir contrôler finalement s'il y a une amélioration ou une évolution de ce conducteur en termes d'éco-conduite. C'est bon, merci. Et deuxièmement, c'est la formation. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ça veut dire que on peut faire de l'éco-conduite, ça veut dire mettre en place des systèmes de suivi et de contrôle de conduite sans faire de la formation. Par contre, vous ne saurez pas former vos gens et améliorer vos gens à améliorer leurs résultats par rapport à l'éco-conduite. Et à l'inverse, si vous faites que de la formation, vous saurez donc enclencher une démarche d'éco-conduite chez vos conducteurs, mais vous ne pourrez pas mesurer les résultats attendus par rapport à ça. Donc le principe, c'est de dire, quand je fais une démarche d'économie de carburant et quand je veux faire une démarche d'éco-conduite, il faut systématiquement associer un système de suivi et de pilotage des véhicules pour mesurer la conduite du conducteur et une formation pour pouvoir améliorer la conduite du conducteur et en mesurer les effets. Et ça doit être automatique. Il est très difficile et très dans le temps de faire durer une formation d'éco-conduite si on n'a pas des rappels réguliers et si on n'a pas des remontées régulières et relativement précises de ce que font l'ensemble d'un parc de véhicules dans leur éco-conduite pour enclencher cette formation. Quels sont les outils qui vont favoriser cette formation et cette éco-conduite? D'abord, mesurer en temps réel la conduite du conducteur. Il va falloir se connecter aux données techniques du véhicule. C'est maintenant fait avec nos systèmes sans aucun problème, enfin les systèmes en général qui font de l'éco-conduite. Donc on va remonter finalement la vitesse du véhicule, la consommation du véhicule, enfin les données de l'ordinateur de bord. Il est intéressant d'avoir un accéléromètre dans le véhicule, ce qui va permettre de remonter le comportement du conducteur en termes de conduite, s'il a des accélérations très importantes, des passages de virage très rapides. Tous ces données-là vont être remontées par l'accéléromètre et va pouvoir être de mesurer des notes d'éco-conduite par rapport à ça. Et nous, notre outil, on a développé un outil très spécifique sur ce domaine-là qui va permettre de mesurer finalement un comportement conducteur de façon extrêmement précise, de pouvoir suivre ce comportement dans le temps, de regarder suite à une formation si ce comportement dans le temps s'est amélioré, et d'ensuite de regarder par des systèmes de notation, soit par véhicule, soit par flotte de véhicules, soit par ensemble de sociétés, enfin de filiales que l'on gère, le comportement global de son entreprise et de savoir où il y a des améliorations à faire.
En plus, ces informations doivent être dans le véhicule. Un conducteur qui fait de l'éco-conduite doit savoir quels sont les effets qu'il a par rapport à sa formation, par rapport à son comportement, quitte à lui-même donner des challenges en disant essaye d'améliorer ton comportement de conduite en améliorant tel système, en améliorant ton accélération, en ayant des freinages moins brusques, en passant tes virages de façon beaucoup plus douce, en ayant un comportement beaucoup plus souple en niveau de conduite. Et donc lui redonner le feedback de ces informations. Et bien entendu, ces informations sont aussi d'exploitation de l'entreprise, parce que l'entreprise va pouvoir contrôler de façon immédiate et en temps réel ce qui se passe au niveau de son conducteur et quel comportement il a, et ça dérive dans le temps. Quand on a parlé d'éco-conduite, on s'aperçoit maintenant que l'éco-conduite devient de plus en plus, d'abord un leitmotiv important par rapport à l'augmentation du coût des gasoil, donc ça c'est très important. Et deuxièmement, les nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché exige de plus en plus d'avoir ce comportement de conduite nouveau pour pouvoir, si on parle des véhicules électriques, pour pouvoir une meilleure autonomie. Autant véhicule à essence, on sait que l'autonomie n'est pas véritablement un problème en termes d'usage entreprise. En termes de véhicule électrique, l'autonomie est quelque chose d'important, et si le conducteur a un comportement de conduite relativement correct et bon, finalement le véhicule électrique va aller beaucoup plus loin en termes d'autonomie et on va améliorer finalement la productivité. En plus, tous ces comportements sont de plus en plus en relation avec les infrastructures. Ça veut dire que le fait de se comporter en ville va faciliter la circulation, va augmenter en termes de fonctionnement global des véhicules un comportement meilleur qui va finalement faciliter la circulation. Et puis tous ces systèmes de suivi, de mesure et d'éco-conduite, voire même de pilotage de véhicules, s'adaptent tout à fait bien à l'autopartage, puisque finalement l'autopartage, c'est des véhicules qui sont, par exemple, en pool dans une entreprise, mais même en pool inter-entreprise. Et par cet autopartage, des systèmes de mesure et de comportement vont pouvoir permettre de partager ces véhicules entre différents conducteurs, de savoir qui c'est qui l'a conduit, quand est-ce qu'il a remis les clés. Le conducteur va pouvoir savoir où se situe le véhicule, aller chercher les clés à un endroit bien précis. Donc on va mettre tout un système de gestion autour de ça qui va lui permettre de travailler mieux. Quelques petits exemples autour de cette éco-conduite. Donc ça, le type d'écran que l'on peut avoir quand on a un portail d'éco-conduite tel que le nôtre. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils de suivi, de notation, qui vont permettre de dire au conducteur, tu as eu telle note de comportement au mois de juin, tu as eu 7 sur 10 au mois de juin, tu as une formation, tu es passé à 8,5 sur 10 au mois de juillet, et puis progressivement jusqu'à la fin de l'année, tu es redescendu à 8 ou à 7,5, et on va pouvoir te faire un rappel, et te faire un rappel de ton comportement, avec des courbes, avec des flottes, pouvoir mesurer l'ensemble sur une flotte, pouvoir dire j'ai une flotte moyenne qui a sur telle région qui a un comportement d'éco-conduite de 5, il va falloir que je fasse une formation. Par contre, dans une autre région, ça va être meilleur, donc j'ai pas forcément besoin de formation tout de suite. Vraiment, vous allez pouvoir piloter et contrôler tout ça. Donc les types de routes pratiquées, bien entendu, cette éco-conduite va tenir compte des types de routes pratiquées. C'est évident que la conduite en montagne va pas être du tout la même qu'en conduite en plaine, donc il va y avoir des différences importantes. Donc c'est tout un tas d'éléments que vous allez pouvoir mesurer. Voilà, donc je voulais vous brosser un petit peu un tableau général de ce que pouvait être l'éco-conduite et les moyens de mesure par rapport à cette éco-conduite. Je vais vous passer la parole maintenant à notre partenaire qui s'appelle MobiGreen, qui lui prend en charge toute la formation autour de cette éco-conduite et qui va vous présenter l'une des démarches de formation d'éco-conduite dans les véhicules. Merci Jean-Yves. Donc moi je suis Eric Michel, donc société MobiGreen, filiale du groupe La Poste. Alors, La Poste est connue, Orange est connu, MobiGreen peut-être encore un peu moins. Donc, juste pour vous dire qui on est, donc nous sommes créés depuis 3 ans maintenant. À l'origine de cette entreprise, c'est la volonté d'un groupe, le groupe La Poste, donc de réduire son impact environnemental et ses consommations de carburant par le choix assez classique dans un premier temps d'agir sur sa propre flotte de véhicules, avec une orientation très électrique aujourd'hui, et puis bien sûr d'agir sur le comportement des conducteurs. Donc aujourd'hui, ce savoir-faire donc s'exporte via MobiGreen avec une centaine de clients. J'y reviendrai à peu près un peu plus tard. On a formé à ce jour environ 10 000 personnes et on génère un chiffre d'affaires de 2 500 000 €. La particularité de MobiGreen, c'est qu'on s'appuie sur des partenariats exclusifs, entre autres avec Orange Business Services, pour lesquels on assure l'ensemble des actions de formation et de conseil. On est partenaire de l'UGAP aussi, où on est référencé depuis quelques semaines. Et Credipar, qui est en fait la captive financière du groupe PSA. Alors,
Ce retour d'expérience d'abord sur la Poste qui montre un peu ce qu'on peut faire avec l'éco-conduite. L'objectif était très ambitieux au départ puisqu'il était de former 60 000 personnes, 60 000 postiers à l'éco-conduite. Aujourd'hui, les résultats qu'on obtient en termes d'économie de carburant sont probants, sont motivants, puisque le groupe réalise environ 10 millions d'euros d'économie sur son poste carburant. Aujourd'hui, on continue l'action de formation, et j'y reviendrai, c'est un élément important. La formation en tant que telle ne suffit pas, et donc on maintient par des piqûres de rappel, des programmes de prévention, etc. Et on associe de manière assez générale l'éco-conduite à la prévention du risque routier. Nos clients, juste pour situer un petit peu à qui on peut s'adresser en termes d'éco-conduite, on va retrouver des grands groupes nationaux, internationaux pour l'essentiel, et puis un certain nombre de collectivités nationales ou territoriales. Certains se reconnaissent peut-être d'ailleurs sur ces logos qui sont affichés. Alors, quelle est la légitimité aujourd'hui de l'éco-conduite? Si on regarde un petit peu le TCO, le Total Cost of Ownership d'un véhicule dans une flotte, si on considère, donc là on est au mois d'avril sur ces chiffres avec 1,43 € à la pompe pour le gasoil, ce TCO se répartit en gros en 3 grands tiers. Les loyers, donc ce sont des montants qui sont relativement incompressibles à part des éléments de négociation, des éléments qui sont liés à l'entretien, au péage et autres sur lesquels l'action est relativement limitée, et puis d'autres leviers qui sont eux-mêmes propres au conducteur et à son comportement. Donc ces leviers sur lesquels nous allons pouvoir agir en matière d'éco-conduite représentent un peu moins de 40%, entre 35 et 40% de ce TCO. Et on va retrouver dans ces leviers tout ce qui touche aux frais de remise en état, à la prime d'assurance, je pense à la sinistralité aussi, aux franchises, et puis bien évidemment au carburant qui lui-même pèse pour 28% de ce TCO. Alors, plus généralement, lorsqu'on parle de mobilité durable, on agit sur 3 grands domaines qui sont l'environnement, le social et les aspects économiques. Peut-être dans un premier temps, qu'est-ce que c'est déjà que l'éco-conduite? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pas toujours évident, c'est de plus en plus. En 2 mots, c'est une manière de conduire un peu différente qui permet d'optimiser les ressources technologiques du véhicule, d'une part, et qui agit d'autre part, je simplifie au maximum, mais sur l'anticipation de conduite. Donc cette éco-conduite agit sur différents tableaux, je vais revenir grâce à ce slide. En matière d'environnement, généralement, c'est l'action sur le mix de la flotte et sur la technologie des véhicules qui va permettre de limiter l'impact et les émissions de CO2, sachant que le CO2 n'est qu'une petite partie de cet aspect environnemental. L'éco-conduite elle-même, par la diminution de la consommation de carburant, en formation par exemple, cette diminution de consommation de l'ordre de 20%, entre 15 et 20% en fonction des formations qu'on anime, et puis sur la durée, on est autour de 10 à 15% constatés chez nos clients. Et donc on intervient à la fois aussi sur cet aspect environnemental de manière très précise. Sur l'aspect social, on considérera beaucoup plus l'aspect de sinistralité à ce moment-là, où dans la mesure où l'éco-conduite est indissociable de la prévention aussi du risque routier, dans la mesure où on amène les conducteurs à beaucoup mieux anticiper, puis aussi à respecter tout simplement des éléments de réglementation. Et donc là, par cette réduction de sinistralité, on va intervenir à la fois sur le coût direct de cette sinistralité, donc sur les coûts sociaux. On va intervenir aussi sur les aspects liés à l'assurance, les franchises d'assurance par exemple, et tous les frais associés à ces éléments-là. L'aspect économique, qui est un levier majeur aujourd'hui. Donc le carburant, le prix du carburant augmente. On connaît, j'en viens de présenter son poids sur le TCO. Et donc là, les entreprises agissent de différentes manières. En général, en optimisant leur parc, en optimisant aussi les systèmes de gestion de parc et de mesure de ce parc. Et puis reste un levier aussi qui est le comportement des conducteurs. Alors on intervient d'abord sur les coûts directs de la flotte par la réduction des émissions, par la réduction des consommations. J'ai dit tout à l'heure 10 à 15% de consommation en moins. On intervient aussi sur, au-delà de l'énergie, sur tous les frais annexes par l'éco-conduite. Donc le comportement du conducteur, comme le disait tout à l'heure Jean-Yves, est un élément indissociable de l'analyse de ce TCO. Alors, comment faire maintenant pour former les gens? Il ne suffit pas de mettre en place une session de formation, mais c'est très bien au demeurant, mais les actions qu'on mène en général auprès de nos clients sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la sensibilisation. Donc là, on intervient, ou en communication,
généralement avec des simulateurs de conduite ou par des démonstrations. Et on le fait de manière très très fréquente. On est en train de le faire pour Valeo en ce moment, par exemple. L'apprentissage. Alors l'apprentissage, le cœur de notre offre, c'est la formation qu'on appelle Mobistart. C'est une formation sur la route. Je ne vais pas vous déployer toutes nos offres, mais pour l'essentiel, sachez que ce que nous considérons comme efficace, c'est le fait de mettre les gens dans des situations les plus proches possibles de leur quotidien, donc sur la route. Et donc une formation, c'est 70% du temps de conduite. Ces formations sont orientées de différentes manières. Donc Mobistart, on est sur la route pour des véhicules légers. Là, on s'adresse à des commerciaux, des livreurs, etc. Mobitruck pour les poids lourds. Mobidirige est un élément fort aussi. Parce qu'en fait, on ne peut pas considérer cette formation sans exemplarité. Et donc là, c'est une formation qui est dédiée aux dirigeants d'entreprise, une formation plus courte, d'une heure individuelle, d'environ 1h15. Et d'autres actions, tu parlais tout à l'heure d'électrique, on a développé, on est référencé aussi à l'UGAP sur ce sujet, sur MobiWatt, qui est la formation sur l'optimisation de l'autonomie et de la sécurité en véhicule électrique. Une fois qu'on a formé tout le monde, après se met en place tous les projets d'accompagnement, de management, et on agit à la fois sur le suivi de la consommation grâce en particulier à notre partenaire Orange Business Service, et puis aussi on intervient en termes de perfectionnement, où là l'offre est relativement différenciée en fonction des besoins et des situations. Nos atouts, enfin ceux que devrait en tout cas avoir toute entreprise faisant des co-conduites qui se respectent, c'est d'avoir des compétences qui soient relativement variées. Des compétences technologiques, comprendre et anticiper aussi sur tous les changements technologiques, puisqu'on s'appuie sur eux pour les co-conduites. C'est la connaissance aussi environnementale, la connaissance aussi de l'entreprise elle-même et de son fonctionnement, la maîtrise de projet, etc. Ensuite, c'est tous les niveaux de conseil. L'idée n'est pas seulement de proposer une formation, mais un accompagnement complet, amont, aval, jusqu'au résultat. Et dans certains cas, l'engagement peut aller jusqu'au résultat lui-même. C'est ensuite, bien sûr, l'adaptabilité. Chaque action de formation correspond très précisément aux attentes, aux objectifs de nos clients. Et enfin, les actions de suivi, de mesure, d'accompagnement, et jusqu'au résultat attendu, jusqu'à l'atteinte des objectifs souhaités. Et enfin, ce qui est très important aussi et significatif, c'est que le ROI est extrêmement court quand on parle d'éco-conduite, puisque on rentabilise la formation entre 8 mois à 1 an à peu près. Pour atteindre cet objectif, on atteint des baisses de consommation, j'en ai pas tout à l'heure, de l'ordre de 10 à 15%, mais aussi une baisse d'environ 10% du nombre d'accidents responsables. Alors bien sûr, ces objectifs-là impliquent un certain nombre de facteurs clés de succès. Ces facteurs clés sont d'une part que ces formations soient suivies par l'ensemble des conducteurs, puisqu'elles créent une émulation, et cette émulation est d'autant plus forte que les conducteurs utilisent cette formation sur un plan personnel aussi, donc ce qui impacte encore plus leur comportement professionnel. Ce qui est important, c'est que la phase d'apprentissage se passe sur la route. Une formation théorique a peu de sens. Une formation sur simulateur ne suffira pas non plus. L'accompagnement managérial, comme tout projet, est déterminant, bien évidemment, dans la réussite d'un tel projet. L'idée, comme tu le précisais tout à l'heure, est d'avoir aussi un suivi de consommation efficace qui permette aussi d'accompagner les objectifs. Et bien évidemment, de disposer de tableaux de bord qui, idéalement, s'intègrent dans les outils de pilotage existants chez nos clients. J'en ai terminé avec une présentation rapide de l'éco-conduite et je pense qu'on est prêt maintenant à répondre à toutes vos questions. Voilà, donc nous avons terminé. Nous vous avons présenté un petit peu l'état de l'art dans le domaine vu de gens qui offrent des solutions et des offres sur ce domaine-là. Nous sommes à votre disposition pour des questions sur ces domaines de l'éco-conduite, du comportement de conduite et du suivi de véhicules. Donc je vous invite, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je sais que tout le monde c'était très clair, donc je vous remercie. Donc je vous invite, si vous voulez, à venir rejoindre notre stand, si vous voulez voir un petit peu en concret ces offres et ces éléments. Et je vous remercie de votre participation. Au revoir, à bientôt.